Jason Reed tourna la page du grand livre et fit une nouvelle coche avec sa plume à encre. Dehors, l'enseigne de la banque grinçait au vent, d'un bruit monotone, comme le balancier de la vieille horloge sur la cheminée. Ce son faisait depuis longtemps partie de sa vie, tout comme le silence de son vaste bureau où chaque chose était à sa place. Le bureau massif en chêne, le fauteuil en cuir, les rangées de dossiers sur les étagères, tout ici obéissait à l'ordre et au calcul. Il fit glisser son doigt le long d'une colonne de chiffres. La ferme des Carter, 3 mois de retard sur leur prêt. Jason fronça les sourcils, posa sa plume et s'adossa à son fauteuil. Le vieux Carter était un homme têtu, de ceux qui croyaient que la terre pardonne tout si l'on travaille d'arrache-pied. Mais la terre ne pardonnait pas la sécheresse, et la banque ne pouvait vivre de promesses. Des coups à la porte interrompirent ses pensées. « Entrez » dit Jason sans lever les yeux de ses papiers. La porte s'ouvrit, et ce qui entra dans le bureau fut le chaos. D'abord, il entendit le martèlement de petits pas à pied sur le plancher, puis des rires d'enfants. Et enfin, il la remarqua. Une jeune femme en robe de cretonne délavée, qui se tenait sur le seuil avec une expression de quelqu'un qui venait de traverser une tempête. « Bonjour, Monsieur Reed, » dit-elle en serrant un petit panier en osier dans ses mains. « Je m'appelle Emily Carter. Je suis venue parler de la dette de mon père. » Jason leva lentement les yeux. Devant lui se tenait une jeune femme d'environ 25 ans, aux cheveux blonds noués en un simple chignon, et aux yeux gris, où se lisaient à la fois la fatigue et la détermination. Mais son attention fut immédiatement captée par les 3 enfants qui se dispersaient déjà dans le bureau, tels de petits explorateurs découvrant un musée pour la première fois. Un garçon d'environ 8 ans, avec une tignasse rousse, se tenait déjà près de la bibliothèque et examinait les reliures avec curiosité. Une fillette plus jeune, vêtue d'un tablier rapiécé, tournait autour de la cheminée, tandis que le plus petit, un garçonnet bouclé de 4 ans, grimpait déjà sur une chaise près de la fenêtre. « Miles, descends de là immédiatement !» ordonna Emily sans se retourner. « Jenny, ne touche à rien. Ted, les livres ne sont pas des jouets. » Jason cligna des yeux. Il avait l'habitude de recevoir dans son bureau des fermiers, des commerçants, des propriétaires de ranches. Des gens sérieux qui parlaient d'argent et de taux d'intérêt. Mais que quelqu'un amène avec lui toute une ribambelle d'enfants? « Mademoiselle Carter, » commença-t-il en s'efforçant de rester impassible, « nous sommes dans une banque. Il n'est pas coutume. » « Je sais, Monsieur Reed, » l'interrompit Emily en faisant un pas en avant. « Je vous prie de m'excuser. Je n'avais personne pour les garder. Ma mère est décédée au lit il y a 3 ans. Mon père est alité depuis qu'un cheval l'a désarçonné. Et la voisine qui s'occupait habituellement des enfants est partie voir sa fille pour 2 semaines. Je comprends que ce n'est pas votre problème, mais je devais venir aujourd'hui. L'échéance est après-demain. » Elle parlait vite, mais distinctement, comme si elle avait répété ce discours à l'avance. Jason remarqua que ses doigts serraient l'anse du panier, ses jointures blanchies par la tension. Son regard n'implorait pas. Il reflétait seulement la dignité de quelqu'un qui n'était pas venu demander la charité, mais cherchait une solution. Il soupira. Derrière Emily, le petit Miles tentait déjà d'ouvrir un tiroir de son bureau. « Miles !» l'appela Emily, et le garçon sursauta, baissant les yeux d'un air coupable. Jason se leva. C'était un homme de haute stature, aux larges épaules et aux traits sévères. Ses cheveux sombres étaient grisonnants sur les tempes, et ses yeux, d'un gris-bleu froid, n'exprimaient que rarement autre chose que de la retenue. Il avait 38 ans, et il avait passé la majeure partie de sa vie à construire son existence autour de l'ordre et des règles. Le chaos l'irritait, mais en cet instant, face à cette jeune femme et ses 3 enfants, il ressentit une étrange sensation, un mélange d'agacement et de
curiosité. « Asseyez-vous, mademoiselle Carter », dit-il en désignant la chaise en face de son bureau. Emily s'assit prudemment sur le bord de la chaise, posant son panier sur ses genoux. Les enfants se figèrent un instant, comme s'ils sentaient que quelque chose d'important allait se décider. Mais ce calme fut de courte durée. Ted, le garçon aux cheveux roux, aperçut soudain une petite boîte en bois sculptée sur une étagère. Il se mit sur la pointe des pieds pour l'atteindre. « Ted, arrête !» cria Emily, mais il était trop tard. Le garçon heurta la boîte du coude, et elle tomba, se brisant sur le sol avec son contenu, quelques vieilles pièces et un médaillon en argent terni. « Pardon !» balbutia Ted, les yeux remplis de larmes. « Je ne voulais pas. » Jason se figea. Cette boîte avait appartenu à sa mère. Il la gardait comme un souvenir. Le dernier lien n'avait qu'une époque, et une époque où il y avait encore de la chaleur et des rires dans sa vie. Mais maintenant, en regardant le garçonnet effrayé, il ne ressentit aucune colère. Seulement un vide étrange. Emily se leva d'un bond et se précipita pour ramasser les pièces. « Pardonnez-moi, monsieur Reed », sa voix tremblait. « Je vais tout réparer. Je paierai pour la boîte si elle est cassée. » « S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre lui. Il est encore petit. » Elle s'agenouilla, rangeant précipitamment les pièces dans la boîte. Le médaillon gisait sur le sol, et Jason se pencha lentement pour le ramasser. L'argent usé reflétait la lumière de la fenêtre. Au dos était gravée une inscription. « Côte 0. Mademoiselle Carter, » dit-il doucement. « Relevez-vous, s'il vous plaît. » Elle le leva vers lui, des yeux remplis de peur. Il lui tendit la main et Emily la prit avec hésitation pour se relever. Sa paume était petite et froide. « La boîte est intacte, » dit Jason en examinant la sculpture. « Rien n'est cassé, et le garçon n'est pas en faute. C'était un accident. » Il parlait calmement, mais quelque chose en lui avait vacillé. Quand avait-il tenu la main de quelqu'un pour la dernière fois? Quand avait-il vu une peur sincère dans les yeux d'un autre? Pas la peur des dettes ou de la perte de biens, mais la peur pour un enfant? Emily laissa échapper un soupir de soulagement et retira sa main pour reprendre son panier. « Merci », murmura-t-elle. Ted se tenait dans un coin, le nez contre le mur, en sanglotant. Jenny s'approcha de lui et l'entoura de ses bras, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Mills, assis sur le rebord de la fenêtre, les poings serrés, regardait Jason d'un air de défi, comme s'il était prêt à défendre son frère si nécessaire. Jason retourna à son bureau et s'assit, invitant Emily d'un geste à faire de même. « Alors, mademoiselle Carter, vous êtes venue parler de la dette de votre père. Si je me souviens bien, il a contracté un prêt il y a 2 ans en hypothéquant la ferme. La somme est considérable, et aucun paiement n'a été effectué depuis 3 mois. » Emily hocha la tête. « Je sais. Après la sécheresse de l'été dernier, la récolte a été mauvaise. Mon père a vendu presque tout le bétail pour tenter de rembourser, mais cela n'a pas suffi. Et puis il est tombé de cheval et s'est cassé la jambe. Maintenant, il ne peut plus travailler, et toute la ferme repose sur mes épaules. » Elle parlait d'une voix égale, sans se plaindre, se contentant d'exposer les faits. Jason ouvrit le dossier correspondant et parcourut les notes des yeux. 500 $, une somme énorme pour une petite ferme. « Wintay, vous êtes institutrice à l'école ?» demanda-t-il, se souvenant de ce qu'il avait entendu dire sur le vieux Carter et sa fille. « Oui. Le salaire est modeste mais régulier. En plus, je fais de la couture sur commande. Et je m'occupe de la ferme. Je cultive des légumes. J'élève des poules. Nous nous en sortons. Nous ne vivons pas dans l'opulence, mais nous ne mourrons pas de faim. » Jason regarda ses mains, elles étaient bronzées, avec des ongles courts et des traces de callosité.
les mains de quelqu'un qui n'a pas peur du travail. Il remarqua aussi une légère égratignure sur son poignet, probablement due au travail dans le potager. « Mademoiselle Carter, vous comprenez que la situation est sérieuse. La banque ne peut pas attendre indéfiniment. J'ai des obligations envers mes déposants, envers... » « Je comprends, » l'interrompit Émilie, et une certaine fermeté apparut dans sa voix. « C'est dit. C'est précisément pour cela que je suis ici. Je ne vous demande pas d'annuler la dette ou de nous prêter plus d'argent. Je suis venu vous proposer un plan. » Elle sortit de son panier une feuille de papier soigneusement pliée et la tendit à Jason. Il la déplia et vit un tableau rempli d'une écriture fine, mais lisible. Revenus, dépenses, montant des remboursements mensuels. « J'ai tout calculé, » poursuivit Émilie. « Si vous nous accordez un échéancier sur 2 ans, je pourrai rembourser 25 $ chaque mois. C'est réalisable. J'ai déjà trouvé un travail supplémentaire. Je vais aider Madame Harris dans son magasin le samedi. De plus, à l'automne, nous aurons une nouvelle récolte. Et je pourrai vendre une partie des légumes au marché. Je ne vous décevrai pas, Monsieur Reed. Je vous donne ma parole. » Jason étudia attentivement le tableau. Les calculs étaient précis et, selon lui, tout à fait réalisables, à moins, bien sûr, d'une nouvelle sécheresse ou d'un autre malheur. Il leva les yeux vers Émilie. Son visage était sérieux, sans l'ombre d'une frivolité. Elle avait vraiment tout prévu. « Et si votre père peut retravailler ?» demanda-t-il. « Cela accélérera-t-il les paiements ?» « Oui, mais je ne compte pas là-dessus. Le médecin a dit que sa jambe guérissait mal. Il est possible que mon père ne reprenne jamais son ancien travail. C'est pourquoi je ne compte que sur mes propres forces. » Jason s'adossa à son fauteuil, tapotant pensivement la table de ses doigts. D'habitude, il ne faisait aucune concession. Une banque n'est pas une œuvre de charité. Mais quelque chose chez cette jeune femme le faisait hésiter. Peut-être sa détermination. Ou peut-être le fait qu'elle ne soit pas venue, les mains vides, mais avec un plan concret. Soudain, un éternuement sonore retentit. Le petit Miles, qui était resté silencieux sur le rebord de la fenêtre, éternua si fort qu'il faillit tomber de son pêchoir. Jenny se mit à rire, et Ted, qui s'était calmé, s'approcha de son frère et lui tapota le dos. « À tes souhaits, » dit-il d'un air important. Jason ne put s'empêcher de sourire. C'était si peu familier, si inhabituel pour son bureau froid, où ne résonnaient d'habitude que des conversations d'affaires et le grincement des plumes. Émilie rougit. « Pardonnez-moi. » Ils se sont fatigués. Nous avons marché plus d'1 heure pour venir ici. « À pied ?» répéta Jason en fronçant les sourcils. « Vous n'avez pas de carriole ? Le cheval boite ? » Je ne voulais pas prendre de risques. La route était mauvaise, et avec les enfants, cela aurait été dangereux. Il regarda de nouveau son visage, fatigué, mais fier. Et les enfants, qui s'efforçaient de rester sages, mais restaient des enfants, curieux, vifs, turbulents. « Très bien, mademoiselle Carter, dit-il enfin. Je vais examiner votre plan, mais il me faut du temps. Revenez après-demain à la même heure, je vous donnerai ma réponse. » Émilie se leva d'un bond, ses yeux brillants d'espoir. « Merci, merci, monsieur Reed. Je ne vous décevrai pas, je vous le promets. » Elle attrapa son panier et appela vivement les enfants. « Miles, Jenny, Ted. On y va. Remerciez monsieur Reed de nous avoir écoutés. » Les enfants s'alignèrent docilement et marmonnèrent en chœur. « Merci, monsieur. » Jason hocha la tête, observant Émilie les conduire à la hâte vers la porte. Mais sur le seuil, elle se retourna. « Monsieur Reed, je vous ai apporté quelque chose. En remerciement du temps que vous m'avez accordé. » Elle posa le panier sur le coin de son bureau et souleva la serviette. À l'intérieur se trouvait une tarte fraîchement cuite, dorée, encore tiède.
dégageant un appétissant parfum de pommes et de cannelle. « Je l'ai faite ce matin, » ajouta Émilie timidement. « J'espère qu'elle vous plaira. » Elle n'attendit pas de réponse et sortit rapidement, refermant la porte derrière elle. Jason resta seul dans son bureau, les yeux fixés sur la tarte. Quand avait-il reçu une telle chose pour la dernière fois? Quand quelqu'un l'avait-il remercié non par des mots, mais par un geste? Il en cassa délicatement un morceau et goûta. La tarte, elle était délicieuse, simple, faite maison, avec cette chaleur qui manquait tant à sa vie bien ordonnée. Dehors, l'enseigne se remit à grincer. Mais cette fois, le son ne lui parut plus aussi monotone. Jason ne dormit pas de la moitié de la nuit. Allongé dans sa grande chambre, il fixait le plafond et écoutait le vent souffler dans les rues désertes de la petite ville. La maison était grande, trop grande pour un seul homme. 2 chambres, un salon, une salle à manger, une cuisine qu'il n'utilisait presque jamais. La gouvernante, Madame Palmer, venait 3 fois par semaine, cuisinait, nettoyait et repartait sans poser de questions. C'était exactement ce que Jason voulait. Le silence, l'ordre, aucune surprise. Mais ce soir, le silence était oppressant. Il se remémorait les rires des enfants dans son bureau, les yeux effrayés du petit Ted, la détermination dans la voix d'Emily Carter, et aussi le goût de cette tarte aux pommes, simple, faite maison, comme celle que sa mère cuisinait quand il était enfant. Jason se tourna sur le côté et ferma les yeux. Il n'aimait pas penser au passé. Cela lui causait une douleur sourde, lancinante, qu'aucun remède ne pouvait guérir. Sa mère était morte quand il avait 15 ans. Son père, propriétaire d'une petite banque dans la ville voisine, l'avait suivi 1 an plus tard. Son cœur n'avait pas tenu. Jason s'était retrouvé seul, avec le poids des responsabilités et la nécessité de survivre dans un monde qui ne pardonnait pas la faiblesse. Il avait appris à être dur, à ne pas s'attacher, à considérer l'argent comme plus important que les promesses et les contrats plus importants que les sentiments. Cela l'avait aidé à bâtir une banque prospère, à gagner le respect de la ville et à s'assurer une vie stable. Mais en chemin, il avait perdu quelque chose d'essentiel. Quoi exactement? Il ne pouvait le formuler. Simplement, parfois lors de ses nuits d'insomnie, il lui semblait que sa vie ressemblait à une maison vide, où toutes les pièces sont propres, mais où personne ne vit. Il se leva, enfila une robe de chambre et descendit. Dans la cuisine, la tarte était toujours sur la table. Il n'en avait mangé qu'un morceau. Jason en coupa un autre et s'assit près de la fenêtre, mâchant lentement. Dehors, la nuit était noire, et au loin, un chien hurlait. Le plan d'Emily Carter était dans son bureau. Il l'avait relu 3 fois. Les chiffres collaient. La jeune femme savait manifestement compter et planifier. Mais les chiffres sont une chose, la vie en est une autre. Et s'il y avait une nouvelle sécheresse? Et si elle tombait malade? Et si les enfants exigeaient plus qu'elle ne pouvait donner? Trop de qui un Mais un refus n'était pas non plus la meilleure solution. Saisir la ferme d'une famille avec un père malade et 3 enfants, les mettre à la rue, Jason pouvait le faire. Légalement, il était dans son droit. Mais quelque chose en lui résistait. Peut-être l'image d'Émilie, à genoux, ramassant les pièces sur le sol. Ou la voix du petit Ted. Il finit son verre d'eau et remonta. La décision devait être prise demain. Ou plutôt, aujourd'hui, le jour se levait déjà. Les 2 jours suivants se déroulèrent dans la routine habituelle. Jason rencontra des clients, vérifia des comptes, signa des documents. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Emily Carter et à son plan. Il se surprit plusieurs fois à sortir ses notes et à les relire, non pas les chiffres, mais l'écriture elle-même. Soignée, appliquée, légèrement inclinée vers la droite. L'écriture de quelqu'un qui a l'habitude d'aller au bout des choses. Dans l'après-midi, le shérif Thomas Grant passa le voir, un vieil ami et l'une des rares personnes avec qui Jason pouvait parler franchement.
J'ai entendu dire que c'était le cirque chez toi hier, sourit Thomas en s'installant dans le fauteuil en face. C'était un homme robuste d'environ 45 ans, avec une barbe grisonnante et des yeux perçants. Comment le sais-tu? Jason haussa un sourcil. Toute la rue a entendu des rires d'enfants venant de ton bureau. Les gens se sont étonnés. Ils pensaient que le sévère Monsieur Reed avait des neveux. Puis on a appris que c'était les Carter. Jason fit la grimace. L'ami, elle est venue discuter de la dette de son père. Elle n'avait personne pour garder les enfants. Et qu'as-tu décidé? Pas encore. Thomas le regarda attentivement. Jason, je te connais depuis des années. Tu n'es pas du genre à hésiter. D'habitude, tu prends tes décisions rapidement et sans regarder en arrière. Qu'est-ce qui est différent cette fois? Jason s'adossa à son fauteuil et se frotta l'arête du nez. Je ne sais pas, Tom. Peut-être que je suis fatigué. Peut-être que j'en ai assez d'être celui qui prend aux gens ce qui leur reste. Ou, je ne sais pas. Elle est jolie, cette Emily Carter, remarqua le shérif avec un léger sourire. Qu'est-ce que ça a à voir? Rien. Je dis juste ça. Et intelligente, apparemment. J'ai entendu dire que c'est une bonne institutrice. Les enfants l'adorent. Jason ne répondit pas. Thomas avait raison. Emily était effectivement séduisante. Mais pas de cette manière tape à l'œil des filles du saloon ou des filles de riches commerçants qui tentaient de temps en temps d'attirer son attention. Il y avait en elle une sorte de naturel, de force et en même temps de fragilité. Comme une fleur des champs qui pousse à travers un sol rocailleux et ne se brise pas sous le vent. Accorde-lui un délai, dit Thomas en se levant. Si elle dit qu'elle s'en sortira, c'est qu'elle s'en sortira. Chez les Carter, la parole a toujours été plus solide que n'importe quel contrat. Et si elle n'y arrive pas, alors tu prendras la ferme. Mais au moins, essaye. Parfois, ça vaut la peine de prendre un risque, Jason. Le shérif lui tapota l'épaule et sortit, laissant Jason seul avec ses pensées. Emily arriva pile à l'heure convenue. Cette fois, les enfants n'étaient pas avec elle. Elle s'était arrangée pour que la fille du forgeron, une jeune fille nommée Sarah, les garde. Emily entra dans le bureau silencieusement, presque timidement, et s'assit sur le bord de la chaise, serrant un petit sac à main. Jason la regarda et remarqua qu'elle avait mis sa meilleure robe. Toujours la même robe en cretonne, mais propre, repassée, avec un col blanc. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Et ses joues étaient légèrement roses. Elle avait dû se dépêcher. « Bonjour, Monsieur Reed, dit-elle, la voix tendue. « Bonjour, Mademoiselle Carter. Asseyez-vous confortablement. J'ai étudié votre plan. » Emily se redressa, ses doigts serrant encore plus fort son sac. Jason sortit un dossier de son tiroir et l'ouvrit. « Vos calculs semblent réalistes. Avez-vous vraiment trouvé un travail supplémentaire? » Oui, Madame Harris a confirmé qu'elle était prête à me payer 5 $ par mois pour l'aider au magasin le samedi. De plus, je me suis déjà arrangé avec 2 familles pour coudre des vêtements. Cela représente 3 ou 4 $ de plus par mois. Et mon salaire d'institutrice est de 16 $. Au total, environ 25 $ net, après toutes les dépenses pour la nourriture et les enfants. Elle parlait avec assurance, comme si elle avait répété ces chiffres maintes fois pour se convaincre elle-même. Jason hocha lentement la tête. Vous comprenez que ce sera difficile. Travailler du matin au soir, élever 3 enfants, prendre soin d'un père malade et en même temps rembourser une dette. Je comprends. Mais je n'ai pas d'autre choix, Monsieur Reed. Cette ferme, c'est tout ce que nous avons. Mon père y a consacré 20 ans de sa vie. Je ne peux pas y renoncer si facilement. Jason la regarda dans les yeux, gris, comme un ciel matinal avant la pluie. Il n'y avait aucune fausseté en eux, seulement de l'honnêteté et la volonté de se battre. « Très bien, dit-il enfin. J'accepte l'échéancier. 2 ans à 25 $ par mois. Le premier paiement est dû à la fin de ce mois. Si vous manquez un seul paiement sans raison valable,
Je serai contraint d'entamer la procédure de saisie de la ferme. Est-ce que juste? Émilie se leva si brusquement qu'elle faillit renverser sa chaise. Ses yeux se mirent à briller, et un instant, Jason crut qu'elle allait pleurer. Mais elle maîtrisa ses émotions, prit une profonde inspiration et lui tendit la main. « Merci, Monsieur Reed, merci infiniment. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. » Jason lui serra la main. Elle était chaude et légèrement humide d'émotion. Il avait préparé les documents à l'avance et les lui tendit. Tout est écrit ici, lisez attentivement et signez en bas. Émilie prit la plume et se pencha sur les papiers. Jason l'observa lire chaque ligne, sans manquer un mot. C'était vraiment une femme intelligente. Elle n'aurait rien signé les yeux fermés. « Et tout est clair, » dit-elle enfin, et apposa sa signature. « J'accepte toutes les conditions. » Jason prit le document, ajouta sa propre signature et le sceau de la banque. L'accord était conclu. « Une dernière chose, Mademoiselle Carter, » ajouta-t-il en sortant quelques pièces de son tiroir. « Prenez ceci pour le chemin du retour. Louez une carriole. Il ne faut pas marcher par cette chaleur. » Émilie regarda les pièces et secoua la tête. « Je ne peux pas accepter, Monsieur Reed. Vous en avez déjà tant fait pour nous. Moi, dépamon samai, ce n'est pas de la charité, c'est du bon sens. Si vous êtes épuisé et que vous tombez malade, qui travaillera et paiera le prêt? » Elle se figea, réfléchissant à ses paroles. Puis elle tendit lentement la main et prit les pièces. « Merci, » murmura-t-elle. « Je vous les rendrai, dès que possible. Ne vous pressez pas. » Émilie rangea les pièces dans son sac et le regarda de nouveau, cette fois avec gratitude et quelque chose d'autre. De la curiosité peut-être, ou une tentative de comprendre qui il était vraiment, ce banquier sévère qui avait fait preuve d'une bonté inattendue. « Monsieur Reed, puis-je vous demander, pourquoi avez-vous accepté? Vous auriez pu refuser. Cela aurait été plus simple pour vous. » Jason s'adossa à son fauteuil et réfléchit. Pourquoi avait-il accepté? Parce que les chiffres collaient? Parce que Thomas lui avait conseillé de prendre un risque? Ou parce qu'il avait vu en cette jeune femme ce qu'il n'avait pas vu chez les autres depuis longtemps, une véritable force de caractère? « Et parce que vous êtes venu avec un plan, pas avec une demande d'aumône, » répondit-il enfin. « Parce que vous êtes prête à travailler, pas à attendre un miracle. Et parce que, parfois, il faut donner une chance aux gens. » Émilie sourit pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient. Le sourire était léger, presque timide, mais il illumina son visage, le rendant plus jeune et plus doux. « Vous êtes un homme bon, Monsieur Reed, pas aussi sévère que vous voulez le paraître. » Jason ne sut que répondre. Il n'était pas habitué aux compliments, surtout aussi sincères. Émilie se leva, ajusta sa jupe et se dirigea vers la porte. « Au revoir, Monsieur Reed, on se voit à la fin du mois. Au revoir, Mademoiselle Carter. » Elle sortit et le bureau replongea dans le silence. Mais cette fois, le silence était différent, pas oppressant mais paisible. Jason regarda le document signé et pensa que Thomas avait peut-être raison. Parfois, il faut prendre un risque. Une semaine s'écoula. Jason retourna à sa vie habituelle, le travail à la banque, de rares rencontres avec des amis, des soirées passées à lire ou à travailler sur des documents. Mais il se surprit à regarder plus souvent par la fenêtre, observant la vie de la petite ville. Avant, cela ne l'intéressait pas. Maintenant, il remarquait les détails. Comment la marchande de fruits disposait sa marchandise sur son étal, comment le forgeron maniait son marteau dans son atelier, comment les enfants couraient dans la rue en soulevant des nuages de poussière. Un matin, il vit Émilie. Elle marchait dans la rue avec un panier rempli de légumes, et à côté d'elle trottinait le petit Miles. Le garçon racontait quelque chose avec animation, en agitant les bras, et Émilie l'écoutait en souriant. Jason s'arrêta involontairement près de la fenêtre
et les suivit du regard jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. « Monsieur Reed, avez-vous besoin de quelque chose d'autre » demanda sa secrétaire, Madame Collins, en entrant dans le bureau avec un nouveau dossier. « Non, merci » répondit-il en se détournant de la fenêtre. Madame Collins était une femme âgée à l'esprit vif et à la langue encore plus acérée. Elle travaillait à la banque depuis 10 ans et connaissait Jason mieux que quiconque. « Vous êtes bien pensif ces derniers temps, Monsieur Reed. Quelque chose ne va pas ?»« Non, tout va bien. »« Si vous le dites, » dit-elle en plissant les yeux, ne le croyant manifestement pas. Mais elle n'insista pas. Après son départ, Jason se remit au travail. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Emily Carter. Il l'imaginait travaillant à la ferme, s'occupant de son père, enseignant aux enfants à l'école, cousant le soir à la lueur d'une lampe. D'où lui venait toute cette force? Et pourquoi était-il si important pour lui qu'elle réussisse? Le soir, il mangea un autre morceau de cette tarte aux pommes, le dernier. La tarte avait refroidi depuis longtemps, mais elle était toujours aussi bonne. Jason était assis dans la cuisine, mâchant et pensant qu'il devrait demander à Madame Palmer de lui préparer quelque chose de semblable demain. Mais il savait que ce ne serait pas pareil, car ce n'était pas une question de recette, mais de la personne qui l'avait préparée. La fin du mois approchait. Jason ne savait pas si Emily viendrait à temps avec le premier paiement. Il l'espérait, mais au fond de lui, il en doutait. La vie à la ferme était imprévisible. Il pouvait toujours arriver quelque chose d'inattendu. Mais le dernier jour du mois, à midi pile, la porte de son bureau s'ouvrit aussi et Emily apparut sur le seuil. Cette fois, seule Jenny était avec elle, une fillette d'environ 6 ans, dans une jolie robe et avec des tresses. « Et bonjour, Monsieur Reed, » dit Emily en s'approchant du bureau. « Je suis venue effectuer le premier paiement. » Elle sortit de son sac des billets et des pièces soigneusement pliées et les posa sur la table. Jason compta exactement 25 $. « Tout est en ordre, mademoiselle Carter, » dit-il en rédigeant un reçu. « Le prochain paiement est dû à la fin du mois prochain. Je serai là, » répondit-elle fermement. Jenny se tenait à côté, s'agrippant à la jupe de sa sœur et observant le bureau avec curiosité. Jason remarqua que la fillette regardait la bibliothèque et demanda « Tu aimes les livres, Jenny ?» La fillette hocha la tête. « Emily m'apprend à lire. Je connais déjà toutes les lettres. »« Ni, taïtam, dienkayiki, c'était bien. La lecture est une compétence importante. » Emily sourit. « Jenny est très douée. J'espère qu'un jour elle pourra poursuivre ses études. » Peut-être même aller à l'université? Jason regarda la fillette, menue, avec des yeux intelligents. Dans ce monde, de tels enfants avaient rarement une chance de s'instruire, surtout s'ils grandissaient dans des familles pauvres. Mais Emily rêvait de plus pour eux. « Si elle travaille dur, elle y arrivera certainement, » dit-il. Emily prit le reçu, le plia soigneusement et le rangea dans son sac. « Merci, Monsieur Reed. À le mois prochain. » Elles sortirent. Et Jason se retrouva de nouveau seul. Il regarda l'argent posé sur la table et pensa qu'Emily Carter avait tenu sa première promesse. Et pour une raison quelconque, cela le remplit d'un sentiment de satisfaction qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Octobre apporta la fraîcheur et les premières pluies. Emily venait à la banque chaque mois, ponctuellement, avec 25 $ et une détermination silencieuse sur le visage. Parfois Jenny l'accompagnait, parfois Ted, et une fois elle vint seule, trempée jusqu'aux os par une averse soudaine. Jason lui proposa de rester jusqu'à ce que la pluie se calme, et ils passèrent près d'1 heure dans son bureau à parler du temps, des récoltes et de l'école. C'étaient des conversations simples, sur des sujets anodins, mais Jason se rendit compte qu'il attendait ces rencontres avec impatience. Il commença à remarquer des détails.
Comment Émilie rajustait une mèche de cheveux rebelle quand elle était nerveuse. Comment ses yeux s'illuminaient quand elle parlait des enfants. Comment elle pinçait les lèvres pour ne pas montrer sa fatigue. Elle était forte mais pas inflexible. Elle était fatiguée, inquiète, et venait parfois avec des cernes sous les yeux après des nuits blanches. Mais elle ne se plaignait jamais. Jason se surprit à regarder plus souvent par la fenêtre, espérant l'apercevoir dans la rue. Parfois, elle marchait avec les enfants, parfois seule, avec un panier ou un rouleau de tissu. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, ou ne voulait pas comprendre. Il était plus simple de tout mettre sur le compte de l'intérêt professionnel. Après tout, elle lui devait de l'argent, et il avait le droit de s'assurer qu'elle s'en sortait. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas ça. Un matin, au milieu d'octobre, Miles entra en courant dans la banque. Le garçon était sans chapeau, échevelé, à bout de souffle. Jason parlait justement avec un client. Mais en voyant l'expression de l'enfant, il s'excusa et s'approcha de lui. « Miles, que s'est-il passé ?»« Monsieur Reed, allaita le garçon. Emily est tombée. Elle ne peut pas se relever. S'il vous plaît, aidez-nous. » Jason sentit son estomac se nouer. Il ne posa pas de questions superflues. Il attrapa son chapeau et son manteau et se précipita dans la rue à la suite du garçon. Miles courait vite, presque sans se retourner, et Jason peinait à le suivre. Ils traversèrent la rue principale, tournèrent vers la périphérie de la ville et, quelques minutes plus tard, arrivèrent devant une petite maison en bordure de champ. C'était l'école, un bâtiment en bois d'un étage avec un porche incliné et une peinture décaillée. Jason entra en trombe et la vit immédiatement. Emily était allongée sur le sol entre les rangées de pupitres, une main pressée contre sa tête. À côté d'elle se tenaient quelques enfants, ses élèves, effrayés et désemparés. Jenny pleurait, le visage enfoui dans son tablier. « Emily !» Jason s'agenouilla à côté d'elle. Que s'est-il passé? Elle ouvrit les yeux et tenta de sourire, mais ce fut plutôt une grimace. « Monsieur Reed, pardonnez-moi d'avoir dérangé Miles. J'ai juste eu un vertige. Rien de grave. » « Rien de grave ?» Jason écarta doucement sa main de son visage et vit un bleu sur sa tempe. « Vous êtes cogné la tête? Un peu? Je suis tombé et j'ai heurté le bord d'un pupitre. Mais ce n'est rien, vraiment. » Sa voix était faible, et Jason remarqua qu'elle était très pâle. Il regarda les enfants. « Miles va chercher le docteur Francis. Vite. Jenny, apporte de l'eau. Les autres, rentrez chez vous. Les cours sont finis pour aujourd'hui. » Les enfants se dispersèrent docilement. Jason aida Emily à s'asseoir, l'adossant contre le mur. Elle ferma les yeux et respira profondément. « Je n'ai pas mangé ce matin, » avoua-t-elle à voix basse. « Je n'ai pas eu le temps. Il fallait nourrir les enfants, les accompagner à l'école, puis y aller moi-même. Je pensais avoir le temps de manger quelque chose à midi, mais j'ai oublié. » Jason fronça les sourcils. « Vous avez faim? »« Non, juste. Parfois je saute le petit déjeuner. Ce n'est pas grave. »« C'est très grave, mademoiselle Carter. Vous ne pouvez pas vous tuer au travail et ne pas prendre soin de vous. » Jenny apporta un verre d'eau, et Jason aida Emily à boire quelques gorgées. La couleur revint progressivement sur son visage, mais le bleu sur sa tempe s'assombrissait. Quelques minutes plus tard, Miles revint en courant avec le docteur Francis, un homme âgé aux favoris grisonnants et aux yeux bienveillants. « Voyons voir, » marmonna le docteur en s'agenouillant près d'Emily. Il examina sa tête, prit son pouls, regarda dans ses yeux. « Pas de commotion, mais le bleu sera vilain. Vous avez besoin de repos, mademoiselle Carter. Au moins 2 jours. Pas de travail. Pas d'effort. Mais je ne peux pas, docteur. Les enfants se passeront de cours pendant 2 jours, dit fermement Francis. Et si vous ne vous reposez pas, vous tomberez malade pour de bon. Et qui s'occupera d'eux alors? Émilie pinça les lèvres mais hocha la tête.
Jason l'aida à se relever. Elle vacilla, mais resta debout. Le docteur lui donna un flacon de teinture et lui dit d'appliquer des compresses froides sur sa tête. Je vous raccompagne chez vous, dit Jason, et ce n'était pas une question. Emily voulut protester, mais le regard de Jason l'arrêta. Elle hocha silencieusement la tête, prit la main de Jenny, et ils se dirigèrent tous les quatre, Jason, Emily, Jenny et Miles, lentement vers la ferme des Carter. La ferme était à une demi-heure de marche de la ville. Jason n'y était jamais allé et observait maintenant tout avec curiosité. La maison était petite, en bois, avec un toit en pente et un porche délabré. À côté se trouvait une grange, un poulailler et un petit potager, où poussaient encore les derniers légumes, citrouilles, choux, carottes. Tout était modeste, mais bien entretenu. On voyait que chaque clou, chaque planche comptait. Émilie ouvrit la porte et ils entrèrent. L'intérieur de la maison semblait encore plus petit que de l'extérieur. Une seule pièce servait de salon, de cuisine et de salle à manger. Une table en bois, quelques chaises, un vieux poêle, des étagères avec de la vaisselle. Plus loin, on apercevait deux petites chambres. Tout était simple mais propre. Sur la table, une chemise à moitié cousue, à côté. Des bobines de fil et des aiguilles. Le travail qu'Émilie n'avait pas eu le temps de finir. Une toux se fit entendre depuis la pièce du fond, et un homme d'une 50aine d'années en sortit, s'appuyant sur une béquille. C'était le père d'Émilie, William Carter, grand, les cheveux grisonnants et le visage ridé et bronzé. Sa jambe était dans un bandage grossier, ses mouvements incertains. « Émilie » ? Que s'est-il passé ? Il remarqua immédiatement le bleu sur sa tempe et fronça les sourcils. « Tout va bien, papa. J'ai juste eu un petit vertige à l'école. Monsieur Reed m'a aidé à rentrer. » William regarda Jason, et son regard était méfiant. Jason comprenait, pour le vieil homme Carter, il n'était pas seulement un banquier, mais l'homme qui pouvait leur prendre leur maison. Mais ce n'était pas le moment de régler des comptes. « Monsieur Carter, » dit calmement Jason, « votre fille a besoin de repos. Le docteur Francis lui a ordonné de ne pas travailler pendant 2 jours. Je l'ai ramenée et je veux m'assurer qu'elle obéira. » William hocha lentement la tête. « Merci de l'avoir aidée. Émilie est trop têtue. Elle travaille sans arrêt, sans penser à elle. »« Papa, arrête, » dit doucement Émilie en s'asseyant sur une chaise. « Je m'en sors. »« Tu ne t'en sors pas si tu t'évanouis, » répondit sèchement son père. « Je sais que tu fais des efforts pour nous, mais c'est trop, même pour toi. » Jason vit Émilie serrer les poings sur ses genoux. Elle ne voulait pas paraître faible, ne voulait pas inquiéter son père. Mais la fatigue se lisait sur chaque trait de son visage. « Mademoiselle Carter, » s'adressa Jason. « J'ai une proposition. Permettez-moi de vous aider pendant ces 2 jours. Je peux engager quelqu'un pour s'occuper de la ferme et des enfants pendant que vous vous reposez. »« Non, » répondit immédiatement Emily. « Je ne peux pas accepter. Vous en avez déjà fait bien trop pour nous. Ce n'est pas de la charité, c'est du bon sens. Si vous tombez gravement malade, qui remboursera le prêt ?» Il utilisa de nouveau cet argument, et de nouveau il fonctionna. Emily se tut, réfléchissant à ses paroles. William Carter regarda Jason avec respect. « Monsieur Reed a raison, Emily. Tu as besoin de repos. S'il est prêt à aider, ne refuse pas. » Emily hocha lentement la tête. « D'accord, mais je vous rembourserai cet argent, dès que possible. »« Nous en discuterons plus tard, » répondit Jason évasivement. Il n'avait pas l'intention de lui faire payer son aide, mais il était inutile de discuter maintenant. Il quitta la ferme en promettant de revenir le lendemain, et tout le chemin du retour, il pensait à ce qu'il avait vu. Cette jeune femme travaillait jusqu'à l'épuisement, se sacrifiant pour sa famille. Elle cousait la nuit, enseignait toute la journée, tenait la ferme, élevait les enfants et parvenait encore à apporter $25 chaque mois.
Comment tenait-elle le coup? Le soir, Jason était assis dans son salon, regardant le feu dans la cheminée, et ne pouvait chasser de son esprit l'image d'Emily, assise sur le sol de l'école, avec un bleu sur la tempe. Quelque chose en lui avait changé au moment où Miles était entré en courant dans la banque. La peur qu'il avait ressentie n'était pas l'inquiétude professionnelle pour une débitrice, mais quelque chose de bien plus personnel, et cela l'effrayait. Jason Reed avait l'habitude de contrôler sa vie. Il avait érigé des murs autour de lui après la mort de ses parents et n'avait jamais permis à personne de s'approcher trop près. Il avait des connaissances, des partenaires commerciaux, des clients, mais des amis, de vrais amis, se comptaient sur les doigts d'une main. Et des femmes, il n'y en avait aucune. Il n'avait jamais cherché l'intimité, n'avait jamais aspiré à ce que quelqu'un partage sa vie. Il lui semblait plus simple et plus sûr de rester seul. Mais maintenant, pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentait ses murs commencer à se fissurer. Le lendemain matin, Jason se rendit à la ferme des Carter. Il avait engagé Madame Palmer, sa gouvernante, pour y passer la journée, préparer les repas et s'occuper des enfants. Lui-même prévoyait d'aider aux travaux de la ferme, nourrir le bétail, réparer la clôture qui, avait-il remarqué la veille, était inclinée. Madame Palmer fut surprise par cette proposition, mais accepta. C'était une femme pratique qui ne posait pas de questions inutiles. Ils arrivèrent à la ferme vers midi et Émilie les accueillit sur le porche. Elle avait meilleure mine que la veille, bien que le bleu sur sa tempe se soit assombri et soit maintenant d'un violet foncé. « Monsieur Reed, vous n'auriez pas dû venir, dit-elle, mais sa voix ne trahissait aucune protestation, seulement de la gêne. « J'ai promis d'aider, » répondit Jason. « Madame Palmer restera avec vous et les enfants, et moi je m'occuperai de la ferme. Y a-t-il quelque chose d'urgent » Émilie hésita un instant, puis désigna la grange. Le toit fuit. Après la pluie, tout était mouillé à l'intérieur. J'allais le réparer, mais je n'ai pas eu le temps. Et il faut renforcer la clôture du poulailler. Un renard s'est faufilé la semaine dernière et a emporté 2 poules. Jason hocha la tête. « Montrez-moi où sont les outils. » Émilie le conduisit à la grange. L'intérieur sentait le foin et le bois. Dans un coin se trouvaient des râteaux, des pelles, un marteau, une scie et une boîte de clous. Tout était vieux mais en état de marche. Jason enleva son manteau, retroussa les manches de sa chemise et se mit au travail. Il n'avait rien fait de tel depuis longtemps. Ces dernières années, sa vie n'avait été que papier, chiffres, négociations. Mais dans sa jeunesse, du vivant de son père, il avait aidé à la ferme des voisins, réparé des choses à la maison, travaillé de ses mains. C'était il y a longtemps, mais les compétences n'étaient pas oubliées. Il répara le toit de la grange, renforça la clôture, puis vérifia la porte du poulailler et remplaça une charnière cassée. Le travail était dur. Mais Jason ressentait une étrange satisfaction. Ses mains lui faisaient mal, la sueur perlait sur son front, mais il continuait. Le soir, alors que le soleil commençait à décliner, il termina. Il sortit de la grange et vit Émilie debout sur le porche, l'observant. « Vous avez terminé » demanda-t-elle. « Oui, tout est prêt. » Elle descendit du porche et s'approcha. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, pas seulement de la gratitude, mais aussi de l'intérêt, comme si elle le voyait pour la première fois tel qu'il était vraiment, sans le masque du banquier sévère. « Merci, monsieur Reed, vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour nous. J'aurais pu le faire moi-même, mais cela m'aurait pris plusieurs jours, et j'ai tant de choses à faire. » « Je sais, » répondit calmement Jason. « C'est pourquoi j'ai aidé. » Ils restèrent silencieux, écoutant le vent bruire dans les feuilles du verger. Le soleil se couchait, colorant le ciel de teintes orangées et roses. Au loin, un coq chanta,
et Jenny appela son jeune frère pour qu'il aille se laver les mains avant le dîner. « Monsieur Reed, dit doucement Emily, pourquoi faites-vous tout cela? Ne me dites pas que c'est par intérêt professionnel. » Je sais que ce n'est pas vrai. Jason la regarda. Elle se tenait tout près, et il pouvait distinguer chaque détail de son visage, une constellation de taches de rousseur sur son nez, de fines rides au coin de ses yeux dus à ses sourires fréquents, un pli têtu près de ses lèvres. Il aurait pu mentir, dire quelque chose de convenu, mais il ne le voulait pas. « Parce que vous méritez d'être aidé, » répondit-il honnêtement. « Parce que vous faites tout votre possible pour sauver votre famille. Et parce que vous comptez pour moi. » Émilie se figea. La surprise traversa son regard. Puis quelque chose de chaleureux et de vulnérable. « Vous comptez pour moi aussi, » murmura-t-elle, et ces mots sonnèrent comme un aveu. Ils restèrent ainsi quelques instants, sans un mot. Puis Madame Palmer les appela pour le dîner, et le moment fut rompu. Mais quelque chose avait changé entre eux. Jason le sentait aussi clairement qu'il sentait la fatigue dans ses muscles après le travail. Un lien s'était créé entre eux, si fragile, encore sans nom, mais réel. Au dîner, il était assis à côté d'Emily, écoutant les enfants raconter leur journée. Et William Carter le remerciait de son aide. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Jason Reed se sentit faire partie de quelque chose de plus grand que le simple travail et la solitude. Il se sentait utile. Et ce sentiment était à la fois effrayant et merveilleux. Novembre arriva avec ses vents froids et ses jours courts. Jason découvrit que sa vie avait changé, bien qu'en apparence, tout soit resté pareil. Il travaillait toujours à la banque, rencontrait des clients, signait des documents. Mais désormais, le samedi, il se rendait à la ferme des Carter. Au début, c'était de courtes visites, pour apporter quelque chose de nécessaire. Vérifier la solidité du toit réparé de la grange, aider aux gros travaux. William Carter ne pouvait toujours pas travailler pleinement, sa jambe guérissait lentement, et toute aide était la bienvenue. Jason se disait qu'il faisait cela pour des raisons pratiques, simplement pour surveiller ses investissements. Mais s'il était honnête avec lui-même, la raison était tout autre. Il voulait voir Emily. Chaque fois qu'il approchait de la ferme, il ressentait une étrange excitation, la même qu'il éprouvait enfant avant les fêtes. Emily l'accueillait toujours sur le porche, avec ce sourire discret qui adoucissait son visage. Les enfants crièrent de joie et couraient vers lui, comme s'il était un vieil ami de la famille. Miles lui montrait ses dessins, Jenny lisait à haute voix son abécédaire, et même le petit Ted n'avait plus peur de lui, et lui tirait maintenant la main pour lui montrer les poussins dans le poulailler. C'était étrange et inhabituel pour Jason, faire partie de la vie de quelqu'un, être utile non pas en tant que banquier ou créancier, mais simplement en tant qu'homme. Parfois, le soir, assis dans sa maison vide, il se surprenait à regretter leur bruit, les rires des enfants, la voix d'Emily appelant les enfants à table. Un de ces samedis, alors qu'il était venu aider à préparer le bois pour l'hiver, Emily l'invita à prendre le thé. Ils étaient assis à la vieille table de la cuisine, les enfants jouaient dehors, et William somnolait dans sa chambre. Dehors, une fine pluie tombait, et les bûches crépitaient dans le poêle. « Vous savez, Monsieur Reed, dit Emily en versant le thé dans les tasses, je n'ai jamais su accepter l'aide. J'ai toujours cru que c'était un signe de faiblesse. Que si je demandais de l'aide, cela signifierait que je ne m'en sortais pas. » Jason enroula ses doigts autour de la tasse chaude et la regarda. « Mais vous avez appris ? » ?»« J'apprends. Grâce à vous. Vous m'avez montré que l'aide n'est pas une faiblesse. C'est juste de l'humanité. Les gens ne sont pas faits pour tout porter seuls. » Elle parlait doucement, pensivement, en regardant sa tasse. Jason remarqua que le bleu sur sa tempe avait presque disparu, mais qu'il y avait toujours des ombres sous ses yeux. Elle travaillait moins qu'avant, mais toujours trop. « Ma mère disait la même chose, » dit Jason,
à sa propre surprise. Elle répétait que nous sommes tous liés les uns aux autres et qu'aider son prochain n'est pas un devoir, mais une joie. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je pensais que c'était juste de belles paroles. Et maintenant, vous comprenez? Jason leva les yeux vers elle. Son regard n'exprimait pas de la curiosité, mais un intérêt sincère. Le désir de le comprendre, pas seulement d'entendre une réponse. Je commence. Quand je vous aide, je ressens, je ne sais pas comment l'expliquer, comme si je faisais quelque chose de juste, comme si ma vie prenait un sens qu'elle n'avait pas avant. Émilie posa sa main sur la table, près de la sienne, mais sans la toucher. Jason regarda ses doigts, fins, marqués par le travail, avec des ongles coupés courts. Et il eut envie de couvrir cette main de la sienne, mais il n'osa pas. « Vous savez ce que j'ai remarqué, monsieur Reed ?» dit doucement Emily. « Quand vous venez ici, vous devenez différent, moins sévère qu'à la banque. Vous souriez aux enfants, vous riez des blagues de Miles, vous écoutez patiemment les questions interminables de Ted. Vous semblez revivre. » Jason sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle avait raison. Ici, dans cette petite ferme, avec ses gens, il se sentait vivant pour la première fois depuis des années. Il n'était pas seulement le banquier Jason Reed froid et calculateur. Il était simplement Jason, un homme qui aime aider, qui aime être parmi les gens, qui est accepté tel qu'il est. J'y sais peut-être parce qu'ici, je peux être moi-même, dit-il lentement. En ville, j'ai un rôle à jouer. Le banquier strict qui ne pardonne pas les dettes et ne fait aucune concession. Les gens attendent cela de moi. Mais ici, je peux être simplement un homme. Émilie sourit. Alors, venez plus souvent. Les enfants apprécient votre compagnie. Et mon père aussi. Il disait hier que vous lui rappeliez son frère, mort à la guerre. Un homme bon, courageux et honnête. Jason ne sut que répondre. Les compliments le mettaient toujours mal à l'aise, surtout quand ils étaient insincères. Il but une gorgée de thé et regarda par la fenêtre, où les enfants se poursuivaient sous la pluie en criant de joie. « Mademoiselle Carter, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais mariée? Vous êtes jeune, intelligente, belle. Vous avez sûrement eu des prétendants. » Émilie rougit, c'était la première fois que Jason la voyait embarrassée. Elle détourna le regard et fit pensivement tourner sa tasse entre ses mains. « Il y en a eu un, avoua-t-elle enfin. Il y a longtemps, quand j'avais 19 ans, il s'appelait Thomas. Il travaillait dans la ferme voisine. Il était gentil et joyeux. Nous allions nous marier. Mais ensuite, ma mère est morte. Et j'ai dû rester avec mon père et les enfants. Thomas a attendu 1 an, puis 6 mois de plus. Et puis il a dit qu'il ne pouvait pas attendre éternellement, qu'il voulait sa propre famille, sa propre vie. Il est parti dans un autre État et a épousé la fille d'un propriétaire de ranch. L'aimiez-vous? Je le pensais. Mais quand il est parti, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Parce que le véritable amour ne pose pas de conditions. S'il m'avait vraiment aimé, il serait resté pour me céder. Mais il est juste parti parce que je ne cadrais pas avec ses plans. Jason écoutait, et quelque chose en lui se serrait de douleur pour cette jeune femme. Elle avait sacrifié son bonheur pour sa famille, et personne n'avait même tenté d'alléger son fardeau. Oui, pour ça. Et vous ne regrettez pas? Émilie leva les yeux vers lui. Parfois, si, quand je suis très fatiguée ou quand je vois des couples heureux dans la rue. Mais ensuite, je regarde les enfants, mon père, et je comprends que j'ai fait le bon choix. Ils avaient des besoins de moi, et je ne pouvais pas les abandonner pour mon propre bonheur. Vous êtes une femme forte, mademoiselle Carter. Non, c'est juste que je ne sais pas vivre autrement. Il se tut en écoutant le bruit de la pluie et les rires des enfants dehors.
Jason pensait à l'injustice de la vie. Cette jeune femme méritait d'être heureuse, méritait que quelqu'un prenne soin d'elle comme elle prenait soin des autres, et qu'il eût envie de devenir cet homme. Mais il comprenait qu'il était trop tôt. Il y avait entre eux une différence de statut, d'âge, d'expérience de vie. Il était son créancier, l'homme dont dépendait le destin de sa famille. Tout sentiment dans une telle situation pouvait être mal interprété, comme une tentative de manipulation ou de pression. Il devait avancer lentement, prudemment, lui laissant le temps de comprendre ce qu'il ressentait et de décider si elle partageait ses sentiments. « Monsieur Reed, demanda soudain Emily, et pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié ?» Jason sourit. « Question juste après la mienne. Honnêtement, je n'ai jamais rencontré de femme avec qui j'aurais voulu partager ma vie. Il y a eu des connaissances, celles que des amis ont essayé de me présenter comme des épouses convenables. Mais elles me semblaient toutes fausses. Je ne ressentais rien. Et j'ai décidé que je n'étais peut-être tout simplement pas fait pour la vie de famille. Et maintenant, pensez-vous toujours ainsi ?» Jason la regarda dans les yeux, gris, profonds, avec des étincelles de lumière du feu dans le poêle. « Maintenant, je commence à penser que je n'avais peut-être tout simplement pas rencontré la bonne personne. Jusqu'à présent. » Emily se figea, et il vit quelque chose passer dans son regard. La compréhension, l'espoir, la peur. Elle avait compris ce qu'il voulait dire, mais elle ne recula pas, ne détourna pas les yeux. Elle resta simplement assise, tenant sa tasse, et le regarda avec une telle tendresse que Jason en eut le souffle coupé. La porte s'ouvrit brusquement et Miles, trempé, fit irruption. Emily, Ted est tombé dans une flaque et il est tout sale. On a besoin de serviettes. Le moment fut rompu. Emily se leva d'un bond, attrapa des serviettes et sortit sur le porche. Jason resta assis à la table, fixant sa tasse de thé refroidie. Son cœur battait la chamade, comme s'il venait de déclarer son amour, bien qu'il n'ait rien dit de précis. Mais à la façon dont Emily le regardait, il comprit que les mots n'étaient pas nécessaires. Elle avait compris. Mi-novembre, la ville commença à se préparer pour la fête des récoltes. C'était une vieille tradition. Le dernier samedi du mois, tous les habitants se rassemblaient sur la place principale, apportant de la nourriture. Les musiciens jouaient, et les enfants couraient et jouaient jusqu'à la nuit tombée. Jason n'allait généralement pas à ce genre d'événement. Il n'aimait ni la foule, ni les réjouissances oisives. Mais cette année, il décida d'y aller. La raison était simple. Il savait qu'Emily y serait avec les enfants. Le jour de la fête, il mit son plus beau costume, mais sans cravate, pour ne pas paraître trop officiel. Quand il arriva sur la place, il y avait déjà beaucoup de monde. Les tables croulaient sous la nourriture, tartes, rôtis, légumes, pain, fruits. Les musiciens accordaient entre leurs instruments. Les enfants couraient entre les tables, les femmes bavardaient, les hommes discutaient d'affaires. Jason regarda autour de lui et vit Emily près d'une table éloignée. Elle parlait à plusieurs femmes, un sourire aux lèvres. Les enfants s'agitaient autour d'elle. Miles transportait une boîte. Jenny s'agrippait à la jupe de sa sœur, et Ted essayait de grimper sur un banc. Emily portait la même robe en cretonne, mais elle était maintenant ornée d'une petite broche, probablement le seul bijou qu'elle possédait. Jason s'approcha et Miles fut le premier à le remarquer. « Monsieur Reed !» cria joyeusement le garçon. « Vous êtes venu !»« Emily, regarde, Monsieur Reed est là !» Emily se retourna et son visage s'illumina d'un sourire. « Monsieur Reed, quel plaisir de vous voir. Je ne savais pas que vous viendriez. »« J'ai décidé qu'il était temps de soutenir la tradition, » répondit Jason, se sentant mal à l'aise sous les regards curieux des femmes qui l'examinaient. L'une d'elles, la vieille Madame Clark,
propriétaire de la mercerie, plissa les yeux. « Monsieur Reed, je ne vous ai jamais vu à la fête des récoltes. Quelque chose a changé. J'ai simplement décidé qu'il était temps de participer à la vie de la ville, Madame Clark, répondit poliment Jason. Allons, allons, sourit la vieille femme. Ou plutôt, quelqu'un a changé, pas quelque chose. Émilie rougit mais ne dit rien. Jason comprit que leurs fréquentes rencontres n'étaient pas passées inaperçues. Dans une petite ville, tout le monde savait tout, et ses visites à la ferme des Carter étaient sûrement devenues un sujet de discussion. Mais cela ne le dérangeait pas. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. La fête commença par un discours du maire, un petit homme corpulent aux moustaches touffues. Il prononça un discours de remerciement pour la récolte et souhaita à tous santé et prospérité. Puis la musique commença. Et les gens se mirent à danser. Jason se tenait à l'écart, observant Emily danser avec Miles. Le garçon était maladroit, lui marchant constamment sur les pieds. Mais Emily riait et lui apprenait patiemment les pas. Jenny tournait à côté d'eux, et Ted était assis sur un banc, dévorant une part de tarte. « Pourquoi ne l'invitez-vous pas » fit une voix à côté de lui. Jason se retourna et vit le shérif Thomas. « De quoi parles-tu »« De mademoiselle Carter. »« Vous la regardez comme si elle était la seule femme à cette fête. » Tom, ne commence pas. « Je ne commence pas, je termine. Jason, tu es mon ami, et je vais te le dire franchement. Si tu ressens quelque chose pour elle, n'hésite pas. Montre-le lui, parce que la vie est courte et on ne sait jamais ce que demain nous réserve. » Jason regarda le shérif. Thomas était veuf. Sa femme était morte de la fièvre 5 ans plus tôt, et il portait toujours son alliance. Il savait de quoi il parlait. « Tu as raison, » dit doucement Jason. « Merci. » Il attendit la fin de la musique et s'approcha d'Emily. « Mademoiselle Carter, puis-je vous inviter à danser ?» Emily le regarda, surprise. Puis sourit et lui tendit la main. « Avec plaisir, Monsieur Reed. » Ils se dirigèrent vers la piste où d'autres couples dansaient. Les musiciens jouèrent une valse et Jason posa une main sur sa taille. Elle était légère et chaude sous sa paume. Et lorsqu'ils commencèrent à bouger au rythme de la musique, il sentit la tension s'évanouir. Ils ne dansaient pas parfaitement. Jason n'avait pas dansé depuis longtemps, et Emily, apparemment, non plus. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était de la proximité, le contact de leurs mains, l'échange de leurs regards. « Vous dansez bien, Monsieur Reed » dit doucement Emily. « Vous aussi, bien que j'avoue être un peu rouillé. Ça ne se voit pas. » Ils se sourirent et Jason sentit quelque chose fondre en lui, les derniers vestiges du mur qu'il avait bâti autour de son cœur. Avec cette femme, il pouvait être vulnérable. Avec cette femme, il voulait être vulnérable. Quand la musique s'arrêta, il ne lâcha pas sa main immédiatement. Il se tenait au milieu de la place, entouré de gens, mais comme dans leur propre monde. « Merci pour cette danse, mademoiselle Carter, » dit-il doucement. « Merci à vous, monsieur Reed, » répondit-elle, et sa voix contenait quelque chose de nouveau, de chaleureux et de prometteur. Ils passèrent le reste de la soirée ensemble. Jason joua avec les enfants, aida Emily à porter un lourd panier de vaisselle. Discuta avec William Carter, qui était également venu à la fête en s'appuyant sur sa béquille, et quand la nuit tomba et qu'il fut temps de partir, il les raccompagna jusqu'à leur carriole et les aida à monter. « À bientôt, Monsieur Reed, » dit Emily en le regardant de haut. « À bientôt, mademoiselle Carter, prenez soin de vous. » Il regarda la carriole s'éloigner. Sentant que quelque chose avait changé entre eux pour toujours. Il médecin n'était plus simplement un banquier et sa débitrice. Ils étaient quelque chose de plus, et cela l'effrayait et le réjouissait à la fois. Décembre apporta un froid glacial.
Le matin, des motifs de givre apparaissaient sur les fenêtres de la banque. Et le soir, Jason devait alimenter la cheminée plus longtemps que d'habitude pour chauffer la maison. La ville se préparait pour Noël. Des décorations apparurent sur les vitrines des magasins, et une odeur de pain et de cannelle flottait dans l'air. Emily apportait ponctuellement ses paiements chaque mois. Elle n'avait jamais été en retard, n'avait jamais demandé de délai. Jason la voyait faire des efforts, travailler jusqu'à l'épuisement. Mais maintenant, il essayait de l'aider quand il le pouvait. Parfois, il apportait des provisions, prétextant que Madame Palmer avait des surplus. Parfois, du bois de chauffage, disant qu'il en avait commandé trop pour sa propre maison. Émilie refusait d'abord, puis apprit à accepter son aide avec dignité, sans fausse fierté. Leurs relations changeaient lentement. Personne ne les considérait plus simplement comme un banquier et sa débitrice. En ville, on commençait à murmurer que M. Reed faisait la cour à Mademoiselle Carter. Jason entendait ces rumeurs, voyait les regards curieux lorsqu'ils se croisaient dans la rue. Mais cela ne le dérangeait pas. Ce qui l'inquiétait, c'était ce qu'Émilie elle-même penserait en entendant ces ragots. Ne déciderait-elle pas qu'il l'aidait non par sincérité, mais avec des intentions cachées? Un matin, alors que Jason examinait des documents dans son bureau, Roger Hammond entra, le propriétaire du plus grand ranch de la région. Un homme corpulent, au visage rouge et à la voix forte, Hammond se comportait toujours comme s'il possédait non seulement son ranch, mais toute la ville. « Monsieur Reed, dit-il en s'asseyant sans y être invité, je voudrais discuter d'une affaire avec vous. J'ai entendu dire que la ferme des Carter est toujours endettée auprès de la banque. » Jason leva les yeux de ses papiers. « C'est une information confidentielle, monsieur Hammond. Je ne peux pas en discuter. » « Je comprends. Mais le fait est que j'ai besoin de cette terre. Elle est adjacente à mon ranch et je pourrais étendre mes pâturages. Je suis prêt à offrir un bon prix, plus que la valeur de la dette des Carter. Vous récupérerez votre argent avec les intérêts, et moi j'aurai la terre. Tout le monde est qui gagne. » Jason posa lentement sa plume. « Monsieur Hammond, la ferme n'est pas à vendre. Les Carter ont un accord de remboursement échelonné, et ils le respectent scrupuleusement. »« bien sûr, ricana Hammond. J'ai entendu dire que vous y allez souvent. On dit que Mademoiselle Carter vous a fait forte impression. Une jolie fille, je ne le nie pas. Mais, monsieur Reed, vous êtes un homme d'affaires. Allez-vous vraiment laisser vos sentiments influencer vos décisions bancaires? » Jason se leva. Sa voix resta calme, mais son regard devint d'acier. « Monsieur Hammond, notre conversation est terminée. La ferme des Carter n'est pas à vendre, et je ne discuterai pas de cela davantage. Bonne journée. » Hammond se leva, le visage encore plus rouge. « Vous faites une erreur, Reed, cette fille ne pourra pas garder la ferme. Tôt ou tard, elle échouera, et vous perdrez alors votre argent et votre réputation. Et moi, je vous propose une affaire avantageuse dès maintenant. Au revoir. » Monsieur Hammond? Le propriétaire du ranch grogna et sortit en claquant bruyamment la porte. Jason retourna à son bureau et serra les poings. Hammond était connu pour son avidité. Il rachetait les terres des fermiers ruinés pour une bouchée de pain, et son ranch grandissait d'année en année. Mais Jason ne le laisserait pas s'approcher des Carter. Jamais. Le soir même, alors que Jason s'apprêtait à fermer la banque, on frappa à la porte. C'était Emily. Elle entra rapidement, sans son sourire habituel, et Jason comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était passé. « Mademoiselle Carter, que se passe-t-il? »« Monsieur Reed, je dois vous parler. C'est important. » Il la fit asseoir dans un fauteuil et s'assit en face. Emily serrait les mains sur ses genoux, et il remarqua que ses doigts tremblaient. « Et Monsieur Hammond était venu me voir aujourd'hui, commença-t-elle. Il m'a proposé d'acheter notre ferme. Il a dit qu'il paierait plus que ce que nous devons à la banque et que nous n'aurions aucun problème. Et puis,
puis il a dit que vous étiez d'accord avec cette transaction. Jason sentit la colère monter en lui. C'est faux. Je n'ai jamais accepté cette transaction. Hammond est venu me voir ce matin, et je lui ai dit non. Emily leva vers lui des yeux pleins de doute. Vraiment? Mais il était si sûr de lui. Il a dit que vous étiez un homme d'affaires et qu'il était plus avantageux pour vous de lui vendre la ferme que d'attendre que je rembourse. Il a dit. Elle s'interrompit, puis continua plus bas. Il a dit que vous m'aidiez non par bonté, mais parce que vous vouliez que je vous sois reconnaissante, que lorsque je ne pourrais plus payer, vous me proposeriez un autre moyen de remboursement. Jason se figea. Hammond n'avait pas seulement proposé une affaire. Il avait tenté de le salir aux yeux d'Émilie. C'était lâche et méprisable, même pour un homme comme lui. Et Émilie, car il l'appela pour la première fois par son prénom, et elle sursauta « Regardez-moi, s'il vous plaît ». Elle leva les yeux, et il y vit des larmes. « Je ne vous ai jamais, vous m'entendez, jamais aidé par intérêt. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que vous êtes importante pour moi. Parce que je ne peux pas vous voir vous tuer à la tâche seule. Et oui, il y a quelque chose entre nous, et nous le savons tous les deux. Mais je n'utiliserai jamais votre situation pour vous forcer à quoi que ce soit. Jamais. Cela va à l'encontre de tout en quoi je crois. » Émilie le regardait, et des larmes coulaient lentement sur ses joues. Jason tendit la main et les essuya doucement avec son pouce. Sa peau était chaude et douce. « Pardonnez-moi, murmura-t-elle, je n'aurais pas dû le croire. Je sais quel genre d'homme vous êtes, c'est juste que je suis si fatiguée. Parfois, j'ai l'impression que le monde entier est contre moi. Et je ne sais plus à qui faire confiance. »« Vous pouvez me faire confiance, » dit fermement Jason. « Toujours. Je suis de votre côté, Émilie, et rien ne changera cela. » Elle couvrit sa main de la sienne, et ils restèrent ainsi quelques instants, lui, à genoux devant son fauteuil, elle, les larmes aux yeux, mais le soulagement dans le regard. « Merci, » dit-elle enfin. « Merci d'être là. » Jason l'aida à se relever et la raccompagna jusqu'à la porte. Dehors, la nuit était tombée et une odeur de neige flottait dans l'air. « Et laissez-moi vous raccompagner chez vous, » proposa-t-il. « Ce n'est pas la peine. Ma carriole est au coin de la rue. Alors au moins jusqu'à la carriole. » Ils sortirent, et un vent froid leur fouetta le visage. Émilie frissonna, et Jason posa sa veste sur ses épaules. Elle ne refusa pas. Elle hocha simplement la tête avec reconnaissance et s'enveloppa plus étroitement dans le tissu chaud. Lorsqu'ils arrivèrent à la carriole, Émilie se tourna vers lui. « Monsieur Reed, Jason. »« Puis-je vous appeler ainsi ?»« Bien sûr. »« Alors vous aussi, appelez-moi Émilie. Je pense que nous avons traversé assez de choses pour abandonner les formalités. » Il sourit. « Émilie, c'est un joli nom. » Elle lui sourit en retour, et ce fut son premier sourire sincère de la soirée. Puis elle monta dans la carriole, lui rendit sa veste et partit. Jason resta dans la rue, la regardant s'éloigner, et pensa que Hammond avait créé un problème sans le vouloir. Car maintenant, Émilie connaissait ses sentiments. Et, apparemment, elle n'en avait pas peur. Une semaine plus tard, le gel s'installa. La température chuta si brusquement que l'eau des puits commença à geler, et il fallut garder le bétail dans les étables pour qu'il ne meure pas. Jason s'inquiétait pour les Carter. Leur maison était vieille, exposée au vent, et il ne savait pas s'ils avaient assez de bois pour l'hiver. Le samedi, malgré le mauvais temps, il attela son cheval et se rendit à la ferme. Le ciel était gris, bas, et les premiers flocons de neige tourbillonnaient dans l'air. Quand il arriva à la ferme, la neige tombait déjà drue, lui aveuglant les yeux et recouvrant le sol d'un manteau blanc. Émilie l'accueillit sur le porche, enveloppée dans un vieux châle. « Monsieur Jason, que faites-vous ici par un temps pareil ?»
Je voulais m'assurer que tout allait bien pour vous. Avez-vous assez de bois? Oui, nous avons fait des provisions, mais vous n'auriez pas dû venir. Regardez comme ça souffle. Vous ne rentrerez pas avant la nuit. Jason regarda le ciel. Elle avait raison, la tempête s'intensifiait. Mais il ne voulait pas être un fardeau. Je m'en sortirai. Non, dit fermement Émilie. Vous resterez ici jusqu'à ce que la tempête se calme. Entrez, vous êtes gelés. Jason ne discuta pas. Il mena le cheval à l'étable, le couvrit d'une couverture et mit du foin dans la mangeoire. Puis il retourna à la maison, où l'attendaient déjà du thé chaud et de la soupe. Les enfants l'entourèrent joyeusement. Miles lui montra un nouveau livre qu'Émilie lui avait offert. Jenny lut à haute voix un poème qu'elle avait appris à l'école. Et Ted s'assit simplement à côté de lui et se réchauffa les mains contre les siennes. William Carter était assis dans un fauteuil près du poêle, et sa jambe semblait lui faire plus mal que d'habitude. Des traces de douleur se lisaient sur son visage. « Comment va votre jambe, monsieur Carter ?» demanda Jason. « Ça va, soupira le vieil homme. Elle réagit au temps. Le docteur dit que c'est normal, mais je me suis résigné à ne plus pouvoir travailler comme avant. Heureusement qu'Émilie est si forte. Sans elle, nous n'aurions pas survécu. » Jason regarda Amy qui servait la soupe dans les assiettes. Son visage exprimait une fatigue calme, celle de quelqu'un qui a l'habitude de porter un fardeau sans se plaindre. Au dîner, ils parlèrent de tout et de rien, du Noël à venir, des cadeaux que les enfants aimeraient recevoir, des projets pour le printemps. Émilie raconta qu'elle prévoyait de planter plus de légumes et peut-être d'avoir plus de poules pour vendre les œufs. Et je pense aux match-ups aussi commencer à donner des leçons de musique, ajouta-t-elle. Nous avons un vieux piano. Il est un peu désaccordé, mais on peut en jouer. Plusieurs familles m'ont déjà demandé combien je prendrais pour les cours. C'est une bonne idée, dit Jason. Vous jouez? Un peu. Ma mère m'a appris quand elle était en vie. Je ne suis pas une virtuose, mais je peux enseigner les bases. Après le dîner, les enfants allèrent se coucher. Et William se retira également dans sa chambre. Jason et Emily restèrent seuls près du poêle. Dehors, la tempête faisait rage, le vent frappait les volets, mais à l'intérieur, il faisait chaud et calme. Emily cousait une autre chemise, et Jason la regardait simplement, observant ses mains agiles manier l'aiguille. « Vous ne vous arrêtez jamais ?» remarqua-t-il. « Même maintenant, vous travaillez. » Émilie leva les yeux et sourit. « C'est une habitude. J'ai du mal à rester assise sans rien faire. J'ai l'impression de perdre mon temps. » Parfois, il faut simplement se reposer, profiter de l'instant. « Et vous, vous savez le faire ?» Jason réfléchit. « Avant, non, mais maintenant j'apprends, grâce à vous. » Émilie posa sa couture et le regarda. À la lueur du feu, son visage semblait plus doux, plus jeune. Ses cheveux étaient en désordre. Quelques mèches s'étaient échappées de son chignon et tombaient sur son front. Elle avait l'air fatiguée mais belle, de cette beauté qui vient de l'intérieur, de la force de caractère et de la bonté. « Jason, dit-elle doucement, je veux vous demander quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne le voulez pas. Demandez. Que ressentez-vous pour moi? Vraiment. Pas en tant que banquier envers sa débitrice, mais en tant comme envers une femme. » Jason ne s'attendait pas à une question aussi directe, mais il comprit qu'il était temps d'être honnête, complètement honnête. « Je suis amoureux de vous, Emily, » dit-il simplement. « Je ne sais pas quand cela a commencé. Peut-être le jour où vous êtes entré dans mon bureau avec les enfants. Peut-être plus tard, quand j'ai vu comment vous vous battiez pour votre famille. Mais maintenant, je sais avec certitude que je vous aime. Votre force, votre bonté, votre dévouement. La façon dont vous riez avec les enfants. La façon dont vous n'abandonnez jamais, même quand tout va contre vous. Je vous aime, et peu m'importe ce que les gens diront.
Peu m'importe la différence de notre situation. Une seule chose compte pour moi. Ressentez-vous quelque chose pour moi? Émilie resta silencieuse, des larmes brillant dans ses yeux. Puis elle se leva, s'approcha de lui et s'agenouilla à côté de son fauteuil. « Je vous aime aussi, Jason, » murmura-t-elle. « Depuis longtemps. Mais j'avais peur de me l'avouer, même à moi-même, parce que cela me semblait mal. Parce que vous êtes mon créancier et que les gens penseraient que j'essaye déjà de vous manipuler. Mais je ne peux plus le cacher. Quand vous êtes là, je me sens protégé. Quand vous partez, vous me manquez. Vous êtes devenu une partie de ma vie, de la vie de ma famille, et je ne veux pas vous perdre. » Jason se pencha et prit son visage entre ses mains. Ses joues étaient chaudes et humides de larmes. Lentement, lui laissant le temps de reculer, il se pencha et l'embrassa. C'était un baiser prudent, tendre. Le premier baiser entre deux personnes qui avaient longuement marché l'une vers l'autre et s'étaient enfin trouvées. Émilie répondit à son baiser, ses mains se posant sur ses épaules. Et un instant, le monde entier disparut. Il n'y avait qu'elle, ses lèvres, son souffle, sa chaleur. Quand ils se séparèrent, Jason pressa sa tête contre sa poitrine et la serra simplement, écoutant la tempête hurler dehors. « Nous surmonterons tout, » lui murmura-t-il dans les cheveux. Les dettes, les ragots, tout. L'important, c'est que nous soyons ensemble. Ensemble, répéta Émilie, et sa voix était pleine d'assurance. Ils restèrent ainsi jusqu'à tard dans la nuit, parlant de tout et de rien, faisant des projets pour l'avenir. Jason lui parla de son enfance, de ses parents, de la façon dont il était devenu banquier. Émilie lui parla de sa mère, de la façon dont elle et son père étaient arrivés ici 20 ans plus tôt, quand la terre était encore sauvage. Ils partagèrent au moins des souvenirs, des rêves, des peurs. Et à chaque mot, ils se rapprochaient. Quand la tempête se calma enfin, il était bien après minuit. Émilie prépara un lit pour Jason dans le salon, apporta des couvertures et un oreiller. Avant de partir, elle s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Bonne nuit, Jason. »« Bonne nuit, Émilie. » Elle partit, et Jason s'allongea sur le lit d'improvisé et regarda le plafond. Les braises crépitaient dans le poêle, et dehors, tout était blanc de neige. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentit vraiment heureux. Noël approchait à grands pas. La ville s'était transformée. Des couronnes de branches de sapin ornaient les vitrines des magasins. Les enfants faisaient des bonshommes de neige dans les rues, et une odeur de pain d'épices s'échappait de la boulangerie. Pour la première fois depuis des années, Jason ressentait une véritable excitation à l'approche des fêtes. Auparavant, Noël n'était pour lui qu'un jour férié, qu'il passait seul avec un livre et un verre de whisky. Mais cette année, tout était différent. Et il se rendait à la ferme des Carter presque tous les jours. Parfois, il apportait des provisions. Parfois, il passait simplement prendre des nouvelles. Émilie l'accueillait toujours avec un sourire. Les enfants couraient joyeusement à sa rencontre. Et même William Carter, qui l'avait d'abord traité avec méfiance, l'appelait maintenant par son prénom et l'invitait à s'asseoir près du poêle. Après toute cette nuit où ils s'étaient avoués leurs sentiments, une intimité particulière s'était installée entre eux. Ils ne rendaient qu'un pas leur relation publique. Dans une petite ville, cela aurait été imprudent, surtout tant qu'Émilie remboursait encore sa dette. Mais lorsqu'ils étaient seuls, ils se tenaient à la main, parlaient de l'avenir, faisaient des projets. Jason se sentait jeune, plein d'espoir, comme il ne l'avait pas été depuis des années. Un soir, une semaine avant Noël, il était assis dans son bureau et calculait les paiements d'Émilie. Elle avait déjà remboursé la moitié de la dette, 12 paiements de 25 $. Pas une seule fois en retard, pas une seule demande de délai. Jason regardait les chiffres et pensait que dans un an, elle aurait entièrement remboursé la banque. Et ensuite,
Ensuite, il pourrait lui faire sa demande, sans craindre que les gens y voient dans de l'intérêt ou de la pression. Mais un an, c'est long, trop long. Jason fit glisser son doigt sur les lignes du grand livre et comprit soudain qu'il avait la solution. Une solution simple et juste, qui leur permettrait de ne pas attendre. Le lendemain, il demanda à Émilie de passer à la banque. Elle vint à l'heure du déjeuner, un peu inquiète. D'habitude, il se voyait à la ferme, et une convocation à la banque signifiait toujours quelque chose de sérieux. Jason. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle en entrant à peine dans le bureau. Il se leva et s'approcha d'elle. De mal, je te le promets. Assieds-toi, s'il te plaît. Je dois discuter de quelque chose d'important avec toi. Émilie s'assit, serrant son sac. Jason retourna à son bureau et sortit le dossier de ses documents. Émilie, tu as déjà remboursé la moitié de la dette. Tu ne m'as jamais déçu, tu as prouvé que tu tenais parole. Je veux te proposer de nouvelles conditions. De nouvelles conditions? Elle fronça les sourcils. Mais nous nous étions mis d'accord? Écoute-moi. Je te propose d'annuler le reste de la dette en échange d'une seule condition. Émilie pâlit. Quelle condition? Jason contourna le bureau et s'agenouilla devant elle. De sa poche, il sortit une petite boîte recouverte de velours. Il l'ouvrit, à l'intérieur se trouvait une simple bague en or avec une petite pierre. Épouse-moi, Émilie Carter. C'est la seule condition que je veux poser. Émilie se figea, les yeux écarquillés de surprise. Puis ils se remplirent lentement de larmes. Jason, je ne peux pas accepter. Les gens penseront que je t'épouse pour l'argent, que je t'ai utilisé pour me débarrasser de la dette. Peu m'importe ce que les gens penseront, dit-il fermement. Seule la vérité que nous connaissons compte. Émilie, je t'aime. Je veux être à tes côtés et aux côtés de ta famille, non pas comme un bienfaiteur ou un créancier, mais comme un mari. Je veux que tu ne travailles plus jamais, jusqu'à l'épuisement, que tu sois soutenu, que tu saches que tu n'es pas seul. Dis oui. S'il te plaît. Émilie cacha son visage dans ses mains et se mit à pleurer. Jason prit doucement ses poignets et abaissa ses mains, la regardant dans les yeux. Sans ceux des larmes de refus ou d'acceptation. Elle rit à travers ses larmes. D'acceptation, bien sûr, d'acceptation. Oui, Jason, oui, je t'épouserai. Mais je n'accepterai pas l'annulation de la dette. Je la rembourserai jusqu'au bout, comme promis. Et ensuite, quand tout sera réglé, nous nous marierons. Ce sera la bonne chose à faire. Jason secoua la tête. Émilie? Non, l'arrêta-t-elle. C'est important pour moi. Je veux venir à toi libre de toute dette, avec mon honneur intact. Je veux savoir que je ne t'ai pas épousée parce que je n'avais pas d'autre choix, mais parce que je t'aime de tout mon cœur. Accorde-moi cela, Jason, s'il te plaît. Il la regarda dans les yeux et y vit une détermination inébranlable. Cette jeune femme avait traversé trop d'épreuves pour abandonner maintenant, si près du but. Elle devait terminer ce qu'elle avait commencé, et il le comprenait. « D'accord, dit-il enfin. Alors cette bague sera notre promesse. Porte-la, et que tout le monde sache que tu es ma fiancée. Et quand tu auras effectué le dernier paiement, nous nous marierons le jour même. D'accord ?» Émilie hocha la tête, et il lui passa la bague au doigt. Elle lui allait parfaitement. Il l'avait commandée spécialement chez un bijoutier, en décrivant ses doigts fins. Émilie regardait la bague, et les larmes continuaient de couler sur ses joues. Jason l'attira à lui et l'embrassa longuement, tendrement, sans se soucier du fait qu'ils étaient dans une banque, que quelqu'un pourrait entrer. Quand ils se séparèrent, Émilie appuya son front contre son épaule. « Je suis si heureuse, murmura-t-elle, et j'ai si peur que ce soit un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est notre vie, notre avenir, la nouvelle de leur fiançailles que
se répandit dans la ville en une seule journée. Les réactions furent mitigées, certains se réjouirent, d'autres secouèrent la tête, d'autres encore se livrèrent à des commérages éhontés. Mais Jason et Emily n'y prêtèrent aucune attention. Ils connaissaient assez la vérité, et cela suffisait. Les frères et sœurs d'Emily accueillirent la nouvelle avec enthousiasme. Miles demanda si cela signifiait que M. Reed allait vivre avec eux à la ferme. Jason s'accroupit devant le garçon et lui dit honnêtement « Cela dépendra de ce que décidera ta sœur. Mais je promets de toujours aider votre famille et de prendre soin de vous. Vous êtes important pour moi parce que vous êtes important pour Emily. » Miles hocha la tête sérieusement, comme un adulte. « Et vous êtes un homme bon, Monsieur Reed. Emily mérite un homme bon. » Jason sentit une boule se former dans sa gorge. Ce garçon, qui à 8 ans comprenait déjà tout ce que sa sœur aînée avait fait pour eux. Jenny demanda timidement s'ils auraient maintenant une vraie grande maison, comme celle de M. Reed. Il sourit et lui caressa la tête. « Vous avez déjà une maison, Jenny, votre ferme, et elle sera toujours à vous. » Même le petit Ted, habituellement bruyant et agité, se calma et grimpa sur ses genoux, enfouissant son nez dans sa chemise. Jason serra le garçon dans ses bras et pensa que bien qu'ils ne deviennent pas leur père, ils en avaient un et il était vivant. Il pourrait devenir un ami, un grand frère, quelqu'un sur qui on peut compter. William Carter resta longtemps silencieux lorsqu'ils se retrouvèrent seuls tous avec Jason sur le porche. Puis il dit « J'ai vu comment vous regardez ma fille, Monsieur Reed, et comment elle vous regarde. C'est sincère. Emily a sacrifié sa jeunesse pour cette famille, élevant mes plus jeunes enfants après la mort de leur mère. Elle mérite son propre bonheur. Je suis heureux qu'elle vous ait trouvé. Je ferai tout mon possible pour qu'elle soit heureuse, monsieur. » Le vieil homme lui serra la main fermement, virilement. « Je le sais. Et je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez fait pour nous. » Tout le monde n'aurait pas aidé une famille étrangère de cette manière. « Vous n'êtes pas des étrangers, » dit doucement Jason. « Vous ne l'avez pas été depuis longtemps. » Cette année-là, Noël fut enneigé et glacial. La veille de la fête, Jason arriva à la ferme avec une carriole pleine de cadeaux. Il avait apporté de nouvelles bottes pour Miles, une poupée pour Jenny, un cheval en bois pour Ted. Pour William, une nouvelle couverture chaude et du tabac. Et pour Emily, une machine à coudre. Elle en rêvait depuis longtemps, mais n'avait jamais pu se l'offrir. Quand Emily vit la machine, elle pleura et le serra si fort qu'il peinait à respirer. « C'est un cadeau trop cher, Jason. Rien n'est trop cher pour ma future femme. » Et ils célébrèrent Noël ensemble, toute la famille réunie autour d'une table croulant sous les mets. Emily avait préparé une dinde que Jason avait achetée spécialement pour l'occasion, cuit des tartes, préparé une sauce au canneberge. Les enfants étaient ravis. William racontait des histoires de sa jeunesse. Et Jason était simplement assis là, s'imprégnant de cette atmosphère, la chaleur, les rires, l'amour. Ce qui lui avait tant manqué toutes ces années. Après le dîner, ils étaient assis près du poêle, les plus jeunes jouant avec leurs nouveaux jouets, et Jason tenait la main d'Emily. Dehors, la neige tombait, recouvrant la terre d'un épais manteau blanc. Le monde entier semblait pur et nouveau. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda doucement Emily. « À quoi ? Au fait qu'il y a un an, je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait à ce point. Je pensais que nous allions perdre la ferme, que mon père allait mourir, que les enfants se retrouveraient sans abri. Et maintenant je t'ai. Nous avons un avenir. C'est comme un miracle. » Jason lui embrassa la tempe. « Non. Ce n'est pas un miracle. C'est le résultat de ta force et de ta persévérance. Tu as sauvé ta famille, Emily. Je n'ai fait que t'aider. Tu as fait plus que m'y aider. Tu m'as redonné foi en l'humanité. Tu m'as montré qu'il y a de la bonté dans le monde. » Ils restèrent ainsi jusqu'à tard dans la nuit, blottis sous une couverture.
écoutant le crépitement du feu dans le poêle. Et quand Jason partit, Emily le raccompagna jusqu'à la carriole et resta longtemps sur le porche à lui faire signe de la main. Il se retourna plusieurs fois, et à chaque fois, elle était toujours là, une petite silhouette dans la lumière d'une lanterne. Sa future femme, son amour. Les mois passèrent trop vite. L'hiver fit place au printemps, le printemps y a l'été. Emily continuait de travailler et de rembourser sa dette. Jason l'aidait quand il le pouvait, mais s'efforçait de ne pas être envahissant. Elle voulait aller jusqu'au bout par elle-même, et il respectait sa décision. Ils passaient souvent leurs soirées ensemble, parfois à la ferme, parfois Jason l'invitait avec les enfants chez lui. La maison, qui avait été si vide et froide, était maintenant remplie de vie. Jenny apprenait à jouer du piano que Jason avait trouvé et fait réparer. Miles lisait les livres de sa bibliothèque. Ted courait dans les couloirs. Et son rire était la plus belle musique que Jason ait jamais entendue. Les habitants de la ville s'habituèrent à les voir ensemble et cessèrent d'enter de bavarder. Roger Hammond tenta une nouvelle fois de lui proposer un marché, mais Jason le rejeta si fermement qu'il ne réapparut plus. Le shérif Thomas disait que Jason était devenu un autre homme, plus doux, plus ouvert, plus heureux. Et c'était à la vérité. Jason sentait qu'il changeait de l'intérieur. Le travail n'était plus le seul sens de sa vie. Maintenant, il y avait une raison de rentrer à la maison, car on l'y attendait. Il y avait une raison de faire des projets, car il ne le concernait plus seulement lui, mais aussi les gens qu'il aimait. Emily effectua le dernier paiement à la fin du mois d'août, exactement 2 ans après être entrée pour la première fois dans son bureau avec ses 3 frères et sœurs. Jason accepta l'argent, rédigea un reçu et lui remit solennellement les documents attestant du remboursement complet de la dette. « Vous êtes libre, mademoiselle Carter, » dit-il avec un sourire. « La ferme est entièrement à vous, ou plutôt à votre famille. » Emily prit les documents de ses mains tremblantes et les serra contre sa poitrine. Des larmes coulaient sur ses joues, mais c'étaient des larmes de soulagement et de joie. « Je l'ai fait, » murmura-t-elle. « Mon Dieu, je l'ai vraiment fait. »« Tu l'as fait, » confirma Jason en la serrant dans ses bras. « Et je suis si fier de toi. » Ils restèrent ainsi quelques minutes, se tenant simplement l'un contre l'autre. Puis Jason s'écarta et la regarda dans les yeux. « Alors, mademoiselle Carter, il y a 2 ans, je vous ai proposé un marché. Vous souvenez-vous des conditions, ça? » Émilie sourit à travers ses larmes. « Je m'en souviens. Vous épousez. La dette est remboursée. L'offre tient toujours. Qu'en dites-vous? » Je dis oui. Aujourd'hui, demain et toujours, oui. Jason l'embrassa, sans se soucier du fait que la porte du bureau était ouverte et que Madame Collins, sa secrétaire, écoutait manifestement derrière la porte. Que le monde entier sache, cette femme deviendrait sa femme. Ils se marièrent en septembre, lorsque les feuilles des arbres commençaient à dorer et que l'air se remplissait de la fraîcheur de l'automne approchant. Le mariage fut simple dans la petite église de la ville, en présence d'amis et de voisins. Émilie portait une robe blanche qu'elle avait cousue elle-même, avec la machine qu'il lui avait offerte à Noël. Ses 20 frères et sœurs portaient des vêtements neufs et rayonnaient de bonheur. Quand le prêtre demanda si Jason Reed prenait Emily Carter pour épouse, il répondit d'une voix ferme et claire. « Oui, je le veux. » Et quand Emily prononça son « oui », sa voix tremblait d'émotion, mais était pleine d'assurance. Après la cérémonie, ils organisèrent une petite fête à la ferme. Les voisins apportèrent de la nourriture, les musiciens jouèrent, les enfants coururent en s'y rire. Jason dansa avec Emily à la belle étoile, la tenant dans ses bras et pensant à quel point sa vie avait changé en 2 ans. Il avait été un homme solitaire, renfermé, qui ne vivait que pour son travail.
Et maintenant, il avait une femme, une famille qu'il avait acceptée comme l'un des leurs. Il avait une maison pleine de vie et d'amour. Et tout cela grâce à une jeune femme courageuse qui était venue le voir avec ses frères et sœurs et un plan pour sauver leur ferme. « Maman, Manu, à quoi penses-tu » demanda Émilie en le regardant. « Au fait que je suis un homme heureux. Je suis heureuse aussi, plus heureuse que je ne l'aurais jamais cru possible. » Ils s'embrassèrent et des applaudissements et des sifflets retentirent autour d'eux. William Carter, s'appuyant sur sa béquille, mais l'air satisfait et fier, leva sa chope au jeune marié, à ma fille, qui a prouvé que la force de caractère est plus importante que n'importe quel argent, et à son mari, qui s'est révélé être un homme d'honneur. Au jeune marié, reprirent les autres en chœur. Jason serra Emily plus fort et pensa que le vieil homme avait raison. La force de caractère est en effet plus importante que l'argent. Et l'amour surmonte tout, les dettes, les ragots, les peurs, les doutes. Il rend les faibles forts et les solitaires partis de quelque chose de plus grand. Il donne de l'espoir et change des vies. Sa vie avait changé et il en était reconnaissant chaque jour. Le soir, quand les invités furent non partis et que les plus jeunes se furent enfin endormis, Jason et Emily étaient assis sur le porche de la ferme. William était également avec eux, fumant sa pipe et regardant le ciel étoilé. « Et vous savez, monsieur Reed, dit le vieil homme pensivement, quand vous êtes venu ici pour la première fois, je pensais que vous n'étiez qu'un riche banquier qui voulait nous prendre notre terre. Mais vous vous êtes révélé être un homme d'honneur. Non seulement vous avez donné une chance à Émilie, mais vous nous avez aussi aidés à conserver notre dignité. Pour cela, je vous suis reconnaissant. Je n'ai pas besoin de votre reconnaissance, monsieur. Votre fille a mérité sa victoire par elle-même. Je n'ai fait que ne pas lui mettre d'obstacle. Et vous avez fait plus que ça, dit doucement Émilie. Vous avez cru en moi quand je cessais moi-même d'y croire. William finit son thé, leur souhaita une bonne nuit et rentra dans la maison. Jason et Emily restèrent seuls sous le ciel étoilé. « Tu sais à quoi j'ai pensé aujourd'hui » dit doucement Emily, posant sa tête sur son épaule. « On n'a quoi que parfois, les plus grandes bénédictions arrivent dans les moments les plus difficiles. Si mon père n'avait pas pris ce prêt, s'il n'y avait pas eu la sécheresse, si je n'avais pas dû venir te voir ce jour-là, nous ne nous serions jamais rencontrés. » Jason lui embrassa le sommet de la tête. « Alors je suis reconnaissant pour toutes les difficultés qui t'ont mené à moi. Et je suis reconnaissante que tu aies été celui qui non seulement m'a aidé, mais qui m'a aimé avec toutes mes responsabilités, avec mon père, mes frères et sœurs, tous nos problèmes. Ce ne sont pas des responsabilités, Émilie. C'est ta famille. Et maintenant, c'est aussi ma famille. » Ils restèrent ainsi jusqu'à tard dans la nuit, blottis sous une seule couverture, écoutant les bruits de la ferme, des bruissements dans la grange, le gloussement silencieux des poules, le souffle du vent dans l'herbe. C'était leur vie désormais, simple, sans luxe, mais remplie d'amour et de sens. Jason décida de vivre à la ferme avec Emily et sa famille. La banque resterait en ville, il s'y rendrait pour travailler. Mais sa maison, sa vraie maison, serait ici. Là où se trouvait qu'est Émilie, son père et ses frères et sœurs. Là où il y avait des rires et de la chaleur, où la vie était authentique. Jason Reed n'était plus un banquier solitaire dans une maison vide. Il était un mari, membre d'une grande famille qui l'avait accueilli. C'était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Et Emily Reed, qui n'était plus Carter, ne portait plus son fardeau seul. À ses côtés se trouvait un homme qui partageait avec elle joies et peines. Un homme qui l'aimait telle qu'elle était, forte, têtue, tendre et infiniment courageuse. Et ils savaient que quelles que soient les épreuves que la vie leur réserverait, ils les surmonteraient ensemble. Car un amour qui avait résisté aux dettes et aux doutes, aux ragots et aux peurs, résisterait à tout. Au loin, un coq chanta, annonçant le début d'un nouveau jour.
Jason et Emily étaient toujours assis sur le porche, se tenant la main, et accueillaient l'aube de leur nouvelle vie. Une vie qu'ils avaient construite ensemble, en surmontant tout ce qui les séparait. De la maison s'éleva la voix endormie de Ted, appelant Emily. Elle sourit et se leva. Il a dû faire un cauchemar. J'y vais. Jason se leva avec elle. Allons-y ensemble. Je fais partie de cette famille maintenant. Ils entrèrent dans l'avion dans la maison, où on les attendait, où se trouvait leur vie, leur avenir. Et ce fut la plus belle aube de leur vie.